Chahut Média. La Suisse, en tant que pays européen, même s'il pense être différent par rapport à tous les autres, participe de manière absolument délibérée à la conquête coloniale, même si, d'un point de vue territorial, la Suisse ne possède pas des colonies. Mai 2020. L'assassinat de George Floyd aux États-Unis suscite une vague mondiale d'indignation et ranime le mouvement antiraciste Black Lives Matter. À Genève, comme dans les grandes villes d'Europe ou d'Amérique du Nord, on manifeste contre le racisme. Et bientôt, grâce à la persévérance d'associations de militants et de militantes antiracistes, des villes de première importance dans le monde entament une réflexion autour des hommages rendus dans l'espace public à des personnalités ayant encouragé le racisme et le colonialisme. À l'exemple de Genève, qui en mars 2022 publie une étude signée par les professeurs Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et David Rodogno, intitulée « Temps, espace et histoire, monuments et héritage raciste et colonial dans l'espace public genevois ». Cette étude, c'est celle dont s'est inspirée cette série. Dans quel contexte cette étude a-t-elle été lancée ? Que révèle-t-elle ? À Genève ou ailleurs dans le monde, qu'exprime un monument installé dans l'espace public ? Mais aussi comment la Suisse, l'un des pays d'Europe occidentale les moins associés au colonialisme, a largement profité de la traite négrière et du colonialisme. Décoloniser la ville, c'est le titre de cette série documentaire podcast. Épisode 3, Mémoire raciale, une question citoyenne. Comment se fait la participation de la Suisse à l'expérience coloniale ? La religion, les missionnaires suisses sont partout, sur le continent africain, en Amérique latine, en Asie, donc une présence massive et importante. David Rodogno, professeur d'histoire et de politique internationale à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. Les missionnaires sont aussi des penseurs. Si on pense au rôle de l'apartheid en Afrique du Sud, ça vient aussi d'une pensée qui est exportée par des Suisses parmi d'autres. 2. Les mercenaires. Les Suisses sont très réputés pour savoir mettre fin à des révoltes. C'est des gens qui manient les armes avec très grande habileté. Leurs services sont très réputés. Donc on fait appel à des Suisses pour venir mettre fin à des révoltes sur le continent africain. 3. La Suisse est quand même déjà un pays riche. Il y a des commerçants suisses dans les matières premières, dans le coton. Et donc le lien avec les real estate où les esclaves sont utilisés, il y a une connivence des Suisses et la finance, la banque suisse aussi au XIXe siècle participe de ça. Comment expliquer que le mythe du rôle supposément négligeable de la Suisse dans l'aventure coloniale ait duré si longtemps ? Je pense qu'on peut dire déjà 2 choses là-dessus. La première, c'est qu'il y a un certain nombre d'historiens et historiennes suisses qui ont produit beaucoup d'ouvrages sur cette question, on va dire à partir des années 90. Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou, professeur d'histoire et de politique internationale à l'Institut de hautes études internationales et du développement de Genève. On peut trouver aussi des ouvrages plus tôt qui commencent à remettre en question les clichés de cette nature et qui posent des questions et qui effectivement indiquent, de par leurs travaux, tout cet engagement au niveau que nous avons mentionné, c'est-à-dire que ce soit des mercenaires, ou que ce soit des sociétés d'information, ou que ce soit des individus qui ont participé en ce sens. S'il y a eu une forme de résistance de ce cliché à travers le XXe siècle, c'est principalement parce qu'il y a eu une présentation au sein de la société suisse que cette exception qui a toujours fait partie un petit peu au-delà de la question du racisme ou du colonialisme faisait partie de la présence particulière de la Suisse en Europe. Et donc on peut voir que la perception que si la Suisse a participé
au colonialisme, elle y a participé de la même manière qu'elle a participé à d'autres épisodes de l'histoire européenne, toujours avec sa spécificité, toujours en étant dans un rôle qu'elle s'est dessiné, mais qui lui a aussi été attribué dans certains cas. D'un côté, je dirais donc business, finance, culture, société savante et savoir suisse, mercenaires, autres savoirs suisses, missionnaires. Donc ça donne un cadre. Le fait aussi d'avoir des colonies suisses en Algérie par exemple ou ailleurs, ça fait de la Suisse vraiment pas une exception, mais ça participe à quelque chose qui fait partie de l'histoire du 19e siècle de toute l'Europe. Qu'on parle de la Suède, du Danemark, de la Suisse, du Portugal, donc ce n'est pas que la France ou la Grande-Bretagne. Deuxième moment, ce que Mahmoud vient de dire, c'est également très important, l'implication du gouvernement fédéral suisse, le soutien au projet de développement après la décolonisation et le revers de la médaille, c'est-à-dire que pour beaucoup de régimes et de dictateurs africains, la Suisse est un pays qui a une importance énorme. Parce que la discrétion, le secret bancaire, etc. font que les avoirs accumulés par ces dictateurs puissent se retrouver en Suisse. Et c'est un phénomène qui a été étudié. Et donc, aucun de ces dictateurs a un intérêt à assimiler la Suisse à des pays colonisateurs. Donc, l'exception suisse, paradoxalement, vient aussi de ce type de récit qui peut-être n'est pas très glorieux, mais qui est aussi une réalité, donc il ne faut pas la taire. Je suis inconditionnellement contre toutes les oppressions. Je vois dans l'oppression le fléau majeur de la condition humaine qui détourne et vicie les meilleures forces de l'homme. Opprimé et oppresseur d'ailleurs, car on le verra également, si la colonisation détruit le colonisé, elle pourrit le colonisateur. L'efficacité de ce texte lui est venue génétiquement en quelque sorte, de la seule vertu de la vérité. C'est qu'il suffisait probablement de décrire avec précision le fait colonial, la manière dont agissait nécessairement le colonisateur, la lente et inexorable destruction du colonisé, pour mettre en évidence l'iniquité absolue de la colonisation. Albert Memmi, Portrait du colonisé, précédé de Portrait du colonisateur, 1957. Alors cette question, la Suisse n'a pas de passé colonial. La Suisse s'est faite en Europe, elle avait des banques qui recevaient l'argent de cette traite ou qui recevaient l'argent des gens de plantation parce qu'ils savaient que là, leur argent, leur capital allait être protégé. Françoise Vergès, politologue, militante féministe décoloniale française, notamment autrice de l'essai « De la violence coloniale dans l'espace public ». La Suisse a protégé l'argent de personnes absolument non recommandables. Elle fait partie d'un système global du capitalisme racial, dont l'accumulation de la richesse est basée sur l'exploitation, la déportation, le racisme. Donc se dire innocente, c'est cette idée que seuls les pays qui ont colonisé seraient responsables. Toute l'Europe a participé, d'une manière ou d'une autre. Quand vous regardez la traite, pour qu'un bateau s'en aille, un bateau négrier s'en aille, il faut qu'il y ait des voiles, il faut qu'il y ait des tonneaux remplis de vivres, il faut qu'il y ait des choses pour acheter les êtres humains. D'où ça vient ? Ça vient des arrière-pays, ça vient même de plus loin. Ensuite, ces pays vont consommer du café, du sucre, du tabac. D'où ça vient ? Je veux dire, ça arrive là, alors à la table à Genève, on va vous servir du café avec du sucre et puis des pâtisseries. Mais d'où ça vient ? L'esclavage construisant une forme de globalisation, beaucoup de personnes sont prises, consciemment ou inconsciemment. Mais la question aujourd'hui que beaucoup de groupes posent, c'est justement comment ça a été possible ? Qu'est-ce qui a rendu ça possible ? Et donc, oui, que l'Europe tout entière
a bénéficié et a contribué d'une manière ou d'une autre. La Suisse n'a pas fait la guerre à la France parce que la France faisait la traite négrière. Elle n'a pas exclu la France de ses partenaires parce que la France avait des colonies au nom justement de principes anti-esclavagistes. Tout le monde va bénéficier de manière directe ou indirecte ou semi-directe, semi-indirecte de l'esclavage et de la colonisation. L'Europe n'aurait pas été si riche s'il n'y avait pas eu cela. Cette richesse qui est vue comme pratiquement liée au génie européen, à des qualités dont on ne saurait pas ce qu'elles sont, mais je veux dire, ça serait des gens extraordinaires. Non, la vie s'est améliorée parce qu'il y avait extraction et exploitation. Nous sommes à proximité de la Perle du Lac, à Genève. On entre dans ce qui est nommé le parc Monnier, dans lequel trône la Villa Monnier. Et pour trouver le buste Monnier, cette fois, il faudrait partir du côté du parc des Bastions. La rue Monnier se trouve juste derrière, et puis elle marque une espèce de frontière imaginaire, disons, entre ce qui serait la Genève touristique et la Genève internationale. Parc Monnier, Villa Monnier, rue Monnier, donc à peine plus haut. Pourquoi ça pose problème ? Ça pose problème pour certaines personnes et à certains égards, mais il faut comprendre aussi que Gustave Moynier est une personnalité très importante pour la ville de Genève à cause de tout ce qu'il a pu faire, non seulement pour le CICR, la raison principale pour laquelle il est connu, mais également pour ses services rendus à la Société d'utilité publique de Genève et d'autres actions et activités philanthropiques. Le revers de la médaille, c'est que parmi ces activités, Gustave Moynier était aussi lourdement impliqué avec le roi des Belges en Belgique, au Congo, à l'époque post-1885, quand le Congo devient de facto, et pour des raisons humanitaires, c'est le texte de la conférence de Berlin, une colonie belge. Donc Mahmoud, une plaque est apposée sur la Villa Monnier. On peut y lire Villa Monnier, bâtie pour Barthélemy Paccard en 1848, résidence de son gendre Gustave Moynier, cofondateur et président du CICR de 1864 à 1910, siège du Comité international de la Croix-Rouge de 1932 à 1947. Et naturellement, il manque quelque chose. Alors, il faut contextualiser cette période dans laquelle Moynier est actif à la fois sur ces questions un peu plus tôt pour le CICR et la période qui commencerait, disons, en 1876 lorsque le roi des Belges, Léopold, organise une conférence internationale ou en tout cas européenne à laquelle il convie un certain nombre de ces sociétés de géographie dont l'une existait à Genève et Moynier en était membre. Et dans ce contexte, Léopold cherche à monter une entreprise de colonisation du Congo. À la conférence de Berlin en 1884, ce territoire lui est entre guillemets donné par les organisateurs, donc les États, les diplomaties, les chancelleries qui sont en conférence à ce moment-là. Se met en place une colonisation de ce pays qui est entourée donc de la rationalisation diplomatique de tout ceci. L'État indépendant du Congo est mis en place en 1885. Moynier rédige un ouvrage à ce sujet en 1887. Il devient le consul de l'État à Genève. Et ce qui se passe au Congo est considéré par de nombreux historiens entre un mini-génocide ou en tout cas des violations massives des droits de l'homme. Est-ce que ces faits d'armes morbides expliquent son relatif oubli dans le patrimoine genevois à l'avantage peut-être de la mémoire de Dunant? Pas nécessairement. Et effectivement, beaucoup d'ouvrages historiques, même destinés à un public très large, donnent raison à tout ce que Moynier a pu faire. C'est lui, vous avez dit tout à l'heure, co-architecte avec Dunant de la Croix-Rouge. Ben, c'est Moynier qui porte l'organisation dans ses premières années. Ce qui est en revanche problématique, et ça, il est contesté à l'époque par les contemporains même. Il y a des journalistes qui demande à Moynier d'arrêter de servir en tant que consul. Il ne le fera jamais.
Il y a un silence énorme de sa part. Et si d'un côté, lorsque le Congo devient une colonie du roi et la terminologie humanitaire est utilisée, on peut lui donner le bénéfice du doute et on peut dire peut-être qu'il croyait vraiment qu'il y avait cette aspiration à civiliser les Congolais, à laquelle Moignet par ailleurs croit beaucoup. Ce qui devient très difficile à croire, c'est qu'il est tellement dupe de ne pas comprendre ce qui se passe au Congo, d'autant plus que de tas d'organisations qui seraient comme les prédécesseurs des ONG comme Amnesty International et d'autres dénoncent ce qui se passe. Là, Moignet ne pouvait pas ignorer. Le problème des monuments controversés dans l'espace public se pose aujourd'hui doublement, à la suite d'une accumulation historique d'irrésolution ou d'une accélération contemporaine de visibilité. Lire ceci comme un phénomène de mode, ou le circonscrire politiquement à des demandes communautaires, c'est faire fausse route intellectuellement et retarder une réflexion publique nécessaire sur l'interaction complexe monument-histoire-justice et les critères de valorisation au sein de l'histoire publique. Un extrait de Temps, Espace et Histoire, Monuments et héritage raciste et colonial dans l'espace public genevois, par les professeurs Mohamed Mahmoud Ould Mohamedou et David Herotonio. Le grand problème du monde actuel, c'est la mémoire. Doudou Diène, rapporteur du comité d'orientation de la Fondation nationale pour la mémoire de l'esclavage. La mémoire simplement est des mémoires sélectives. Et donc, cette tragédie historique de l'esclavage a été suivie chronologiquement par la colonisation. La décolonisation politique a eu lieu et la décolonisation d'une certaine manière éthique, on en a parlé, on a condamné la colonie. Mais on n'a pas fait la lecture de l'empreinte de l'esclavage sur le monde actuel. Donc, décoloniser le monde actuel, c'est lire les traces et les lieux et les inscriptions et les conséquences profondes de l'esclavage dans le monde actuel. Et c'est là que, pour moi, c'est une bombe que la municipalité de Genève ait réussi à se mettre d'accord pour commanditer une étude, pour dire, mais regardons chez nous ce qui se passe. Et donc, l'étude de Mohamed et de son ami dans la place financière de Genève est historique. Elle secoue le cocotier du silence. Il se trouve que nous, à Genève, on a la chance et le défi et la responsabilité d'avoir une collectivité et une communauté très diversifiée, une mosaïque. Et donc, quelque part, on a à la fois l'habitude de vivre en coexistence de plein de couleurs, d'origines, de profils, mais on n'a jamais mené ce débat. Samy Canaan, conseiller administratif en charge du département de la culture et de la transition numérique, ville de Genève. Et donc, je préférais l'aborder d'une manière un peu construite et organisée plutôt que de subir d'un jour à l'autre tout à coup une rébellion sur un cas ou un autre. Et donc, je me suis dit que j'étais vraiment sincèrement curieux parce que j'ai évidemment eu, comme d'autres, une notion de quelques personnages dont on peut discuter le parcours. Mais je me disais bien que Genève, vu son parcours international de carrefour politique, scientifique, économique, il y aurait forcément des choses à raconter. On a aussi le cas du palais Wilson, Woodrow Wilson, c'est venu plutôt du côté des Américains. On a Karl Vogt, évidemment, qui est une figure déjà à un moment discutée ou d'autres. On s'est dit, c'est l'occasion de faire un travail de fond et pas subir, en guillemets, en fonction de telle éruption ponctuelle. C'est assez intéressant comme démarche, évidemment, qui a déjà commencé il y a maintenant bientôt 2 ans. Et c'est une démarche qui nous amène sur une réflexion beaucoup plus en profondeur, en fait. Alfonso Gomez, conseiller administratif en charge du département des finances, de l'environnement et du logement, ville de Genève. Sur d'où nous venons et comment dans l'espace public nous traduisons cet héritage du passé. Quelle partie de notre passé est aujourd'hui exposée
dans l'espace public, mais également dans nos formations, mais également dans nos représentations. Genève n'est pas un cas particulièrement problématique, il faut dire les choses comme ils le sont, par rapport à d'autres villes qui ont un passé vraiment très très lourd. David Rodogno. Paris, Londres, Nantes. Genève ne pose pas de problème, parce que même si c'est une ville de banque et de finances, les banquiers et les financiers genevois ont un rôle très très mineur dans ces histoires. Les autorités scientifiques, sauf quelques exceptions connues, très connues, non plus, les autorités politiques non plus, donc Genève aurait très bien pu ne pas faire cet exercice. C'est une question de responsabilité. Quand la ville se dit être la capitale des droits humains, illico, immédiatement, on a une responsabilité. Et donc, je pense que c'était un choix très sage. Vous avez beau sortir, de passer par la porte, il vous revient invariablement par la fenêtre. Je sais de quoi je parle, puisque je viens d'un pays qui se pose ces questions, puisque je suis originaire de l'Espagne et a mis sous le tapis une partie de son histoire qui aujourd'hui revient avec force. Ça, c'est la première constatation. Donc, on n'a pas fait une économie. On a fait un devoir de mémoire, en quelque sorte. Et on a fait également un devoir de justice. C'est clair qu'en faisant une étude pareille, on légitime, on renforce l'idée qu'il faut mener un débat. Et ça a été reconnu puisqu'on a fait l'étude avec un groupe de suivi, le collectif, différentes associations spécialisées dans la lutte contre le racisme en général et le racisme anti-noir en particulier, qui ont salué, qui dit, évidemment, ils auraient des nuances sur certains éléments, mais ils ont salué vraiment la démarche. Depuis, d'ailleurs, on n'a pas eu de grande agitation. Maintenant, évidemment, il faut agir. Il faut agir. Il faut agir. Il faut agir. Monsieur Gomes, je vois l'étude en version print sur votre bureau. Alors, elle a un immense avantage, c'est qu'elle propose aussi des pistes de solutions face à ce mémorial public qui pose problème, disons. Maintenant qu'elle existe, cette étude, qu'est-ce qu'on fait à Genève? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ce que l'on est en train de préparer, il y a plusieurs objets. C'est déjà d'identifier chacun des objets, parce qu'on ne peut pas avoir une solution unique. Voilà, ils sont tous différents, par nature. Exactement. Et donc, pour chacune, d'être évidemment extrêmement sensible. Donc, il s'agit pas de provoquer, parce que sinon, on arrive sur une situation conflictuelle et on braque les positions. Sur chacun des objets, de voir, avec l'ensemble des partenaires, de voir quelle est l'action la plus adéquate. Mais ça doit se faire d'une manière collective. À un moment donné, de réfléchir comment on peut amener une action et surtout comment on peut l'expliquer. Moi, je trouve que c'est extrêmement important de dire, effectivement, telle personnalité, voilà ce qu'elle a dit, dans le contexte où elle était. Il n'y a pas de solution unique, c'est la grande leçon du rapport. Donc, on va faire comme une méthode de base commune, mais qu'on adaptera, où en gros, ça consiste, cas par cas, à essayer d'identifier toutes les parties prenantes et de faire un travail commun sur, reconnaître la situation, et 2, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on ajoute une deuxième plaque chaque fois officiellement? Est-ce qu'on fait une cérémonie un peu rituelle? Est-ce qu'on fait une publication simplifiée pour les habitants? Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, entre les deux bornes, c'est-à-dire ne rien faire du tout, mais ça, c'est pas une option, et tout effacer, ce qui, selon moi en tout cas, dans la plupart des cas, n'est pas une option non plus. Puisque le but, façon de parler, le processus est au moins aussi important que le résultat. C'est là qu'on crée une mémoire collective différente. Alors maintenant, on fait quoi avec les monuments racistes et coloniaux dans l'espace public? Ces statues, est-ce qu'on les déboulonne, on les voile, on les déplace, ou bien on les laisse là où elles se trouvent, intactes? Puis les plaques de rue, on les enlève, on les efface, on les remplace, ou bien on n'y touche pas? Le spectre des actions possibles sur les monuments et le mémorial public, on en parle dans le 4e épisode de Décoloniser la ville. Son titre, Agir sans effacer.
Interview et réalisation David Brun-Lambert et Carole Harari. Mixage Alan Mantilleri. Musique originale de Léonie Pernet. Décoloniser la ville a été rendu possible grâce au soutien de la Loterie Romande, du service Agenda 21 Ville Durable et du Bureau d'intégration des étrangers. Merci également à nos partenaires, le Graduate Institute et le FIFDH. Tous les épisodes de cette série sont disponibles dès maintenant sur le site de Chahu Média et sur l'ensemble des plateformes de podcast. N'hésitez pas à la noter, mettre des pouces, des étoiles et surtout à la partager.